Neige, c'est l'histoire d'une plongée dans la forêt, c'est l'histoire d'une jeune fille et de sa mère, c'est l'histoire d'un chasseur et d'un loup, c'est l'histoire d'un père aussi, c'est l'histoire d'un couple d'ados et d'un couple de moins ados, c'est l'histoire d'une bande de potes, c'est plein d'histoires comme ça qui vont s'emmêler, dans une forêt et la plupart du temps la nuit. En fait, dans le conte de Blanche-Neige, il y a pas mal d'éléments qui m'intéressaient. Au départ, ce qui m'a intéressé, c'est qu'elle meurt 3 fois et elle revit 3 fois. Et à chaque fois, en fait, elle dépasse cette mort pour renaître à elle-même. J'avais l'impression que ça parlait aussi des étapes de vie, c'est-à-dire comment est-ce qu'on quitte sa peau d'enfant pour sa peau de jeune fille, comment est-ce qu'on quitte sa peau de jeune fille pour sa peau de femme, et puis comment est-ce qu'on accepte aussi de vieillir pour aller vers un autre âge de la femme. Et ça m'intéressait beaucoup d'avoir ce parallèle entre la très jeune fille qui va devenir une jeune fille, une femme, et puis la maman qui accepte de vieillir. Et il y avait aussi une chose des états d'eau, c'est-à-dire de la météo et de comment est-ce que en fait cette neige raconte un moment où tout est endormi, où tout s'arrête et qui peut être une des périodes de l'adolescence, mais qui peut aussi être des moments de transition qu'on retrouve plus tard dans la vie. Et comment à partir de ce moment de transition, la vie va revenir, le printemps réapparaître et la neige se transformer en eau. Donc en fait, dans le décor, il y a une part aquatique qui est assez importante. Il y a une citerne et on a eu envie de travailler avec à la fois l'eau gelée et la neige et à la fois l'eau dégelée et les plongeons dans cette citerne. Donc on a toute une partie du spectacle qui est aussi autour de ces éléments-là et des images qui sont filmées sous l'eau. On a organisé un tournage pour pouvoir avoir aussi un accès à ce qui peut se passer quand quelqu'un plonge sous l'eau et qu'est-ce que ça peut représenter comme inconscient, comme image cachée, comme image possible et rêver un peu autour de ça. Je crois que une des choses qui comptait vraiment, c'est le sauvage. C'est-à-dire qu'est-ce qui est sauvage encore aujourd'hui et comment est-ce que parfois en fait on peut avoir une vision du sauvage qui est déformée. Un des personnages qui m'a au départ vachement interrogée dans le conte, c'était le chasseur. Et puis quand j'ai commencé à m'intéresser à cette question, parce que dans tous les contes, le chasseur est très positif, c'est beaucoup lui. Dans Blanche-Neige, il la sauve, dans Le Petit Chaperon aussi, dans plein, voilà. Et du coup, j'ai commencé à comprendre que c'était celui qui maîtrisait l'animalité. Et puis, j'ai lu un livre qui est sorti il y a pas longtemps de Charles Stepanov qui m'a complètement passionnée et qui parle de l'animal et de la chasse. Et il disait, en fait, dans une société contemporaine, il y a 3 types d'animaux. Le premier type, en fait, c'est l'animal matière qui est élevé pour être mangé. Et le deuxième type, c'est l'animal totem, c'est l'animal de compagnie qui est sans sexualité, qui vit dans les familles. Et ces 2 premiers types d'animaux, ils peuvent pas vivre l'un sans l'autre parce que l'animal matière nourrit l'animal totem. Et puis le troisième type, c'est l'animal sauvage. Et ça, l'altérité humaine, c'est la chasse. Et il posait la question de qu'est-ce qui est vraiment sauvage, c'est-à-dire est-ce que c'est cet animal matière et les poulets de batterie, ou est-ce que effectivement c'est cette traque chez les chasseurs qui chassent pour manger. Et j'aimais bien que cette question soit reposée et que la question du sauvage, elle soit au cœur de notre histoire et du conte. C'est-à-dire qu'est-ce que c'est qui est civilisé, qu'est-ce que c'est qui est sauvage, mais dans tous les domaines, quelle part de soi aussi de sauvagerie, à quelle part de sauvagerie on doit se reconnecter à certains moments pour s'en sortir et puis pour avancer et puis pour grandir et puis pour accepter aussi ce que la vie envoie. J'avais envie d'un spectacle qui soit très visuel et que parfois certaines images, ça soit aussi nos ressentis. Par exemple, sur l'histoire de la météo dont on parlait tout à l'heure, j'ai l'impression que souvent la météo dans les contes correspond à l'état psychique du personnage féminin. C'est-à-dire qu'effectivement, voilà, le moment de deuil et la neige, le moment de renaissance et le printemps, voilà, c'est le cas dans La Reine des Neiges, c'est le cas dans Blanche-Neige, c'est le cas dans plein de contes. Et là, on est vraiment partie aussi de la forêt et d'une image. Donc on a commencé à travailler très en amont avec Emmanuel Roy, à essayer de voir dans quelle forêt on allait plonger nos personnages. Et j'ai proposé à Clément de Bailleul, qui est magicien, qui fait de la magie nouvelle, de nous rejoindre sur cette aventure et de réfléchir avec nous pour développer un univers
de magie sensible. Moi, c'est comme ça que je définirais le mieux son travail, c'est-à-dire que c'est vraiment une magie de l'inconscient, une magie d'apparition, de disparition, de possibilité, parfois de lévitation, parfois de reflet de miroir. Et oui, et ça, c'est quand même très important parce qu'on est dans Blanche-Neige et que le miroir, il était quand même aussi au cœur de nos questions. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est qu'un miroir? Qu'est-ce qu'on voit quand on s'y regarde? Comment est-ce que parfois, ce que je vois de moi n'est pas du tout ce que je vois de moi dans ma tête? Et comment est-ce que différents reflets peuvent raconter des choses en une seule image? Et qu'en une seule image, on peut avoir un état psychique comme ça, foudroyant du personnage. Et ça m'intéressait beaucoup et c'est un peu là-dessus qu'on a travaillé ensemble.